Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet récurrent, l'accord du caisson de basse avec les enceintes dans un système home cinéma. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que bien souvent, les systèmes de réglage automatique, comme par exemple Odyssey, ont du mal à ajuster précisément les paramètres du caisson de basse de manière à ce qu'il se marie correctement avec les enceintes. Alors, c'est ma première vidéo, je vous prierai donc de vous montrer indulgent avec le côté étriqué de la présentation. Par ailleurs, je ne suis pas acousticien, et ce qui va suivre, c'est le fruit de ma petite expérience personnelle. Et bien entendu, j'ai quand même appris quelques trucs à l'école, ça peut toujours servir. Alors on va commencer par voir ce qui sera nécessaire pour régler correctement son sub. On va utiliser du matériel et du logiciel. Au niveau du matériel, il y a simplement un PC. Alors nous voici sur le bureau de mon PC, mais si tu es riche, tu peux aussi utiliser un Mac. Et ce PC, on lui connectera un micro de manière à pouvoir enregistrer des sons. Voici le micro que je possède, c'est le fameux UMIC 1, un micro très simple à utiliser parce qu'il se branche directement en USB dans le PC qui va effectuer les mesures. Alors, il existe d'autres solutions avec des micros analogiques et des cartes d'acquisition audio bien plus compliquées à mettre en œuvre et qui s'adressent plutôt aux gens qui fabriquent leurs propres enceintes. Nous, on va utiliser le micro USB avec un logiciel. Ce logiciel, le voici. Ce logiciel, c'est RoomEQ Wizard, que j'aime à nommer Rêve, car avec un nom pareil, tu as tout de suite envie de régler ton home cinéma. On lui adjoint un driver qui s'appelle ASIO for All et qui permet d'adresser individuellement chacune des enceintes du système via la sortie HDMI. Vous voyez sur la gauche les courbes des différentes enceintes qui ont été tracées et que nous utiliserons un peu plus tard pour effectuer nos réglages. Maintenant, cette vidéo ne constitue pas un tutoriel pour débutants. Je considère que vous savez déjà vous servir de Rêve, que vous l'avez déjà mis en œuvre. Si ce n'est pas le cas, je vous engage à consulter ce manuel qui pour moi est la meilleure référence sur Rêve, qui a été édité par des gens du forum AVS aux États-Unis et que l'on peut trouver sur Internet. Je vais vous montrer tout de suite où. En tapant dans votre moteur de recherche Rêve 101 HTS 40 versions, ce qui va vous envoyer sur AVS Forum, et le lien de téléchargement se trouve ici. Alors, à quoi sert le sub dans notre home cinéma? Il a deux fonctions. La première fonction, c'est de retranscrire les effets sonores. C'est le point 1 des pistes sonores multicanales. La deuxième fonction, et c'est celle qui va nous intéresser, c'est que le sub, qui est une machine à pousser de l'air avec une grande membrane, avec une forte excursion et un amplificateur puissant, cette machine à faire du grave va donc prendre le relais des enceintes principales du système qui, elles, ont beaucoup de mal quand on descend vraiment très bas. Et il faut que cette transition s'effectue dans les meilleures conditions. C'est ce qui va faire l'objet du réglage que l'on va voir maintenant. Nous revoilà donc dans l'interface de Rêve. Sur la gauche, j'ai des courbes qui proviennent de mesures qui ont été effectuées en un point avec Odyssey, brut de fonderie, c'est-à-dire avec le réglage de sub qui a été décidé par Odyssey sur une mesure en un point, et qui est loin d'être parfait, nous le verrons. Ces mesures ont été faites dans une salle qui est équipée d'un système Klipsch, auquel est associée une paire de
de sub de cinéma, JBL 3635, donc un système à forte capacité sonore. Il conviendra donc d'y manipuler le bouton de volume avec circonspection, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons donc une palanquée d'enceinte et un ou plusieurs subs qui vont générer des ondes sonores dans la salle. Mais qu'est-ce qu'une onde sonore? Une onde sonore, c'est une suite de surpression et de dépression qui se déplacent depuis une source en direction de votre oreille. Surpression ici, dépression, surpression, dépression, surpression, dépression. Cette onde sonore est cyclique puisqu'on voit que nous avons un motif qui se répète. La durée individuelle du motif s'appelle la période. C'est l'opposé de la fréquence. Par exemple, si nous avons une sinusoïde à 80 Hz, ah bah ça dessine pas, bon d'accord. Si nous avons une sinusoïde à 80 Hz, la fréquence sera de 80, et la période, c'est-à-dire la durée de l'oscillation, 1 sur 80 égale 12,5 millisecondes. C'est la différence entre la pression haute et la pression basse qui va déterminer le volume sonore. Bon, revenons un peu à nos moutons. Supposons que vous ayez choisi une fréquence de croisement de 80 Hz entre l'enceinte centrale et le caisson de basse. Si vous envoyez dans le système une sinusoïde à 80 Hz, que va-t-il se passer? Eh bien, ces 80 Hz, ils vont vous parvenir pour partie depuis les caissons et pour partie depuis votre enceinte. Puisque, comme c'est la fréquence de croisement entre les deux, il n'est ni distribué complètement sur l'enceinte, ni distribué complètement sur le caisson, mais un petit peu entre les deux. Vous allez donc avoir deux ondes de pression qui vont vous parvenir depuis le caisson et l'enceinte. Et pour que ça marche, ces ondes de pression doivent s'additionner sur la même phase. C'est-à-dire que le maximum de pression de l'enceinte doit parvenir à votre oreille en même temps que le maximum de pression du caisson. Si vous imaginez que le caisson ait un léger décalage et que sa sinusoïde soit en inversion de phase, que je la dessine avec mon mulot là, vous voyez que si votre oreille est là, le son provenant de l'enceinte vous parviendra avec la pression maximum, mais le son vous parvenant du caisson vous parviendra avec la pression minimum. En additionnant les deux à cet endroit précis, vous allez avoir la pression moyenne entre les deux et vous allez avoir le silence. C'est donc la mise en phase de ces deux signaux cycliques que nous allons réaliser pour pouvoir avoir une courbe de réponse bien rectiligne à l'endroit du croisement entre les enceintes et les caissons. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que mon système Odyssée n'arrive pas à régler correctement du premier coup ce raccord entre le sub et l'enceinte? C'est pour deux raisons principalement. D'abord parce que dans les graves, le son met beaucoup plus de temps à s'établir. Ça se comprend en regardant cette sinusoïde. Vous voyez que la pente asymptotique au passage par 0, ici, va être beaucoup plus verticale sur un signal aigu et beaucoup plus horizontale sur un signal grave. Et donc, quand vous voulez faire une mesure en envoyant une impulsion Dirac, par exemple, eh bien, il faut que la membrane sorte et qu'elle rentre, et qu'elle fasse environ un cycle pour retranscrire cette impulsion. Or, si vous êtes bridé dans le registre du grave, eh bien, elle va monter doucement votre impulsion et redescendre aussi doucement. Alors que si vous êtes
dans les aigus, elle va pouvoir monter quasiment à la verticale. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il est plus difficile de mesurer des timings dans le grave que dans l'aigu. La deuxième, c'est que dans une salle de home cinéma, on fonctionne en régime modal, c'est-à-dire que des ondes stationnaires s'établissent par les rebonds successifs des sons graves sur les murs, sol et plafond. Et donc, on a comme un brouhaha dans le grave qui va induire en erreur le système automatique Odyssey. Alors, je vous parle de temps d'établissement, je vais vous en faire une petite démonstration immédiatement. Nettoyer tout ça. Je mets par exemple mon enceinte centrale. Vous voyez que lorsqu'elle reçoit l'impulsion, son temps d'établissement est très court. Et si je mets le caisson, lui, qui est bridé, ne peut pas avoir une pente supérieure à la sinusoïde asymptotique de la fréquence la plus élevée qu'il peut retranscrire, ce qui veut dire qu'il va démarrer beaucoup plus doucement. Alors là, Odyssey m'a trouvé un pic de maximum à 7 millisecondes par rapport aux enceintes principales, ce qui est quand même beaucoup. Je quitte le mode overlay pour revenir à mes enceintes. Nous allons donc faire des mesures des enceintes en mode small. En mode small, ça veut dire que à ma fréquence de 80 Hz, sera appliqué à l'enceinte un filtre qui va atténuer la partie grave des sons et va les redistribuer dans le caisson. Donc là, c'est l'avant gauche. Voici l'enceinte avant droite, voici la centrale, voici la surround back left, right, surround left et surround right. On voit que l'égalisation réalisée par Odyssey est pas si mal que ça en première lecture, et on voit donc que mes enceintes ont bien une pente descendante. Alors ça commence un petit peu avant 80 Hz, mais ça c'est normal, puisque quand on dit je choisis la fréquence de croisement à 80 Hz, en fait l'effet des filtres commence un petit peu plus haut, et en général à 80 Hz, alors ça dépend de la catégorie de filtre employée, mais on a soit déjà une atténuation de 3 dB, soit une atténuation de 6 dB pour certains types de filtres. Je regarde maintenant, alors on va faire un petit peu de nettoyage, et on va garder uniquement, par exemple, la front left. Je regarde maintenant mon sub. Alors, j'ai deux courbes de sub. Une qui s'appelle sub, qui est obtenu en envoyant mon son de mesure directement sur la sortie 4 ASIO, c'est-à-dire c'est le signal .1 du canal LFE. Et j'ai une autre mesure de sub, qui est le sub via Bass Management. Le Bass Management, c'est cette fameuse circuiterie qui provoque la redistribution des graves de l'enceinte vers le subwoofer. Donc, cette courbe violette, en fait, c'est du signal qui était prévu d'être déployé dans l'enceinte, mais qui, par le filtrage, est redistribué dans mon sub. J'ai donc mon canal LFE et mon canal sub Bass Management. Les deux vont dans le sub. Or, je m'aperçois que mon LFE est 10 dB plus fort. Tiens, je peux vous montrer. Vous faites CTRL, clic droit, vous tirez, et paf, vous voyez que j'ai 10 dB d'écart entre les deux. Pourquoi ? Parce que c'est la norme. Le canal LFE est toujours 10 dB plus fort que le canal
bass management. Alors je peux niveler un peu ces niveaux. Donc sub, je vais lui mettre moins 10 dB, et là vous allez voir que ça se recouvre beaucoup mieux. Voilà. Et je constate que lui descend plus tôt, puisqu'on a dit qu'il était filtré à 80 Hz. Donc, à 80 Hz, j'ai déjà une certaine atténuation. Alors que lui, il est filtré par ce qu'on appelle le filtre LFE, ou LPF4 LFE en anglais, le filtre passe-bas du LFE qui est réglé dans le cas présent à 150 Hz, donc le filtre est par là, donc il a son début d'atténuation qui est plus tardif que l'atténuation du sub via le bass management. Alors, comment est-ce qu'on obtient ces mesures ? Pour l'enceinte, il faut la mesurer en mode small, et il faut également éteindre le caisson de basse. Parce que si vous laissez le caisson de basse allumé, au moment du balayage de fréquence pour la mesure, eh bien, ça va exciter le caisson, et vous aurez une courbe à peu près plate. Ce n'est pas ce qu'on veut, puisque nous, on va vouloir avoir les résultats individuels source par source pour pouvoir les recombiner avec plus de précision que ce qu'a fait Odyssey au départ. Donc, pour mesurer mon enceinte, je me mets en mode small, enfin normalement j'y suis, et je coupe le caisson de basse. Ensuite, pour mesurer mon LFE. Alors le LFE ne sert pas vraiment pour le réglage de la phase du caisson de basse vis-à-vis des enceintes, mais il est là pour renseigner sur la forme de la courbe de réponse, égalisée par Odyssey. Là, vous voyez que c'est pas mal du tout. Bon, on a un creux à 38 Hz, c'est une... oui, là, il est plutôt à 35, ok. C'est une annulation qui est créée par une résonance modale. À cette fréquence, à l'endroit où sont disposées les oreilles dans la pièce, il y a une petite zone de silence. C'est comme ça, il n'y a pas grand-chose à y faire. Pour lutter contre ces choses-là, on peut soit pousser le gain, mais c'est très très mal, puisque ça augmente la distorsion, et ça risque de griller les amplis et les bobines des haut-parleurs. Ou alors, on peut multiplier les sources, c'est-à-dire mettre plusieurs caissons de basse qui vont être dispatchés à différents emplacements de la pièce. Ou encore, on peut déplacer sa position d'écoute de quelques centimètres vers l'avant ou vers l'arrière, puisque ce genre de creux sur le sub sont généralement générés par les ondes stationnaires longitudinales, donc les résonances entre l'avant et l'arrière de la pièce. Donc on va éteindre la courbe du LFE, puisque les deux qui nous intéressent, c'est celle-ci. Alors, comment est-ce que je fais pour mesurer la courbe du sub via le bass management? Si je considère que mon enceinte de référence temporelle pour rêve, c'est la front left, je vais, afin de récupérer la courbe du sub, mesurer la centrale, donc en ASIO, je vais envoyer mon signal de mesure sur le canal 3, puisque en ASIO 1 et 2, c'est les enceintes front left, front right, 3, c'est la centrale, et 4, c'est le sub. Donc quand je veux mesurer mon LFE, j'envoie mon son dans le canal 4 ASIO. Quand je veux mesurer mon sub via BM, j'envoie mon son dans le canal 3 ASIO. Mais attention, je dois débrancher l'enceinte centrale. Parce que si je ne débranche pas l'enceinte centrale, je ne vais pas voir cette belle courbe atténuée là, je vais voir quelque chose qui va se poursuivre, puisque pendant la mesure, l'ampli va automatiquement enchaîner le sub et l'enceinte. Donc je débranche ma centrale, j'envoie mon impulsion dans l'enceinte centrale, et je vais obtenir la courbe de réponse du sub tout seul, via le bass management, qui est en l'occurrence réglé à 80 Hz.
Une fois que j'ai tracé les courbes de mes 7 enceintes en mode small, avec sub éteint, et de mon sub par les deux méthodes en utilisant la sortie 3 ASIO en ayant pris soin de débrancher le fil de l'enceinte centrale et en utilisant la sortie 4 ASIO pour le LFE, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes phasages. Je vais donc aller voir dans un premier temps dans Overlays. On va commencer par regarder la précision de réglage des délais des enceintes par rapport à l'enceinte de référence. Donc c'est ma front left qui me sert de mesure. Ça, c'est le paramètre que j'ai donné à Rev pour faire mes mesures. Il me prend l'enceinte avant gauche comme référence temporelle. Et d'ailleurs, avant chaque mesure, un petit bip sera envoyé à cette enceinte avant que le balayage de fréquence ne soit envoyé à l'enceinte qui est mesurée. Donc je regarde l'enceinte droite, elle est un petit peu en avance. Je fais CTRL, clic droit, et je vois qu'elle est en avance de 10 microsecondes, ce qui représente 4 mm. On ne peut pas régler une distance inférieure à 1 cm sur un amplificateur Odyssey, donc on va laisser comme ça, c'est très bien. Maintenant, on va regarder la centrale. Oups, la centrale, elle est quand même pas mal en avance. Donc ça mérite un petit réglage. Donc, je regarde de combien je suis décalé par rapport. Alors, toujours CTRL-clic droit. Je suis décalé de 89 millisecondes par rapport à mon enceinte de référence, ce qui représente 3 cm. Alors, je vois que mon enceinte centrale est en avance par rapport à mon enceinte avant-gauche de référence. Donc pour la remettre à l'heure, il faut que je la retarde de 3 cm. Pour retarder une enceinte, il faut réduire sa distance. Donc je vais réduire la distance de mon enceinte de 3 cm dans mon préampli Odyssey. Si mon impulsion avait été de l'autre côté, il aurait fallu avancer le démarrage de l'enceinte. Et pour avancer le démarrage d'une enceinte, il faut augmenter sa distance. C'est pas forcément évident à appréhender du premier coup, mais c'est comme ça que ça marche. Pour faire partir un haut-parleur plus tôt, il faut augmenter sa distance. Pour faire partir un haut-parleur plus tard, il faut diminuer sa distance. Je poursuis mon petit réglage. La SBL est pas mal en avance. Hop. Elle est en avance de 214 microsecondes, ce qui nous représente 7 cm. Je vais donc, comme elle est en avance, réduire sa distance de 7 cm de manière à la faire partir plus tard. La SBR. Alors c'est marrant parce que elles ne sont pas du tout... Alors, dans cette salle, ce sont des haut-parleurs dipôles. Donc les dipôles, ça envoie du son dans tous les sens, et Odyssey a un petit peu de mal à retrouver sa petite impulsion dans ce grand vacarme. Donc, celle-ci est en retard de 5 cm, donc je vais augmenter sa distance de 5 cm pour la remettre à l'heure par rapport à mon enceinte de référence qui correspond au 0 microsecondes ici. Et ainsi de suite. Alors celle-ci, elle est très bien, on va pas toucher. Surround left. Surround right, en revanche, c'est pas la joie. Je vais donc regarder. Alors vous voyez qu'elle est un petit peu déformée aussi. C'est pas vraiment une impulsion. Hein. C'est parce que c'est une enceinte dipôle qui envoie du son dans tous les sens, et donc l'impulsion, eh ben, elle se répercute dans les plafonds, dans les murs, et donc bon, ça nous fait des trucs un peu patatoïdaux comme ça. Ce n'est pas grave du tout.
je fais CTRL-clic droit, et je vois qu'il faut qu'elle parte plus tôt, et donc je vais augmenter sa distance de 2 cm. Un autre truc que je vois quand je regarde ces courbes, c'est la phase. Des fois, Odyssée, il a du mal à vous donner la phase des enceintes. Des fois, il vous dit ah, vous l'avez branché à l'envers, vérifiez le câblage. Alors, pour en être sûr, il faut regarder dans quel sens part l'impulsion. Donc, mon impulsion de mon enceinte de référence part bien vers le haut, et il convient donc que je vérifie que mes impulsions de toutes mes enceintes partent bien vers le haut. Et je vois que c'est le cas, et que donc, dans ma salle, toutes les enceintes sont branchées avec la bonne polarité. Maintenant, on va dézoomer pour regarder un peu ce qui se passe avec les subs. Parce que si j'affiche les subs, vous voyez que ça bouge un peu, mais alors on est à des années-lumière de voir ce qui va se passer exactement un peu plus loin. On va donc dézoomer, sérieusement. Là. Et je vois que, alors, ceci n'est pas l'ondulation qui m'intéresse, ceci n'est pas l'ondulation qui m'intéresse, c'est celle-là. Et là, on pourrait se dire, mais elle part vers le bas, donc la polarité est mauvaise. Or, non. Comme on a affaire à des caissons à haut rendement et à haut-parleurs rapides, les pré-oscillations, les mêmes qu'on a pu voir sur les enceintes, hein, prennent cette forme, mais c'est bien là que se trouve ma première, mon oscillation qui correspond à mon pic de mesure de distance. Et là, je vois que l'impulsion a 7 millisecondes de retard. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Maintenant, là, on regarde l'impulsion telle que rendue par le sub en injectant le signal dans le LFE. Si j'injecte le signal via le bus management, on s'aperçoit que l'impulsion est encore plus en retard. Et pour quelle raison? C'est très simple, je vous l'ai dit, c'est parce que mon signal de bus management a un filtre LPF qui est réglé à 150 Hz, alors, non, j'ai dit des bêtises là. Mon signal de LFE a un filtre LPF qui est réglé à 150 Hz, alors que mon signal de bus management a un filtre qui est réglé à 80 Hz. Donc, la pente maximale d'établissement du signal est beaucoup moins raide dans le cas du 80 Hz que dans le cas du 150 Hz, ce qui induit un délai supplémentaire pour la mise en œuvre du bruit en sortie de haut-parleur. Donc lui, par rapport à mon 0 microseconde de l'enceinte de référence, je vois qu'il est environ à 11 microsecondes. Donc, Odyssée nous a fait un réglage de sub en retard. C'est très commun et je n'ai jamais vu de réglage Odyssée qui me donne un sub en avance. On va regarder ça par la représentation en ondelettes. Je retourne donc dans ma fenêtre principale de rêve, je vais dans spectrogramme, et là je choisis mon enceinte front left. Alors, cette représentation spectrogramme me montre en vertical les fréquences. Moi, j'affiche de 20 à 1600 Hz. C'est pas la peine d'aller au-delà, puisque vous aurez à peu près la même chose que ce que vous voyez vers 1500. Et surtout que la zone qui nous intéresse, c'est le grave. Dans cette représentation, vous voyez une sorte de montagne avec une petite crête en pointillé, et
plus cette montagne est rouge, plus le son est fort, plus cette montagne est violette, plus le son est faible. Vous voyez donc l'établissement du son et son atténuation. Vous voyez des rebonds qui sont dus à des réflexions sur les parois proches des enceintes ou sur les murs de la pièce. Sur mon enceinte front left, je vais m'intéresser au délai à 80 Hz. Donc je me positionne à 80 Hz et je vois que je suis à peu près à 3 millisecondes de délai. C'est normal que la réponse temporelle ait une petite bifurcation vers la droite, comme ça. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, plus on va dans le grave, plus le temps d'établissement de la pression sonore est long à cause de la limitation due à la fréquence. Et donc, là, à 80 Hz, j'ai un petit décalage de 3,5 millisecondes qui est très très raisonnable. Moi, je trouve que cette représentation est jolie. Il y aurait peut-être un truc à faire ici, dans la zone 400-500 Hz, où on voit qu'il y a quand même des rebonds qui seraient peut-être traitables par des panneaux acoustiques ou quelque chose dans ce genre-là. Maintenant, je vais aller voir mon sub. Donc, ce n'est pas le sub LFE qui m'intéresse, c'est le sub Bass Management. Et là, je vois que mon sub Bass Management à la fréquence de croisement avec mon enceinte est en retard de 8,2 millisecondes. Alors tout à l'heure, on a vu qu'on avait un retard de l'ordre de 11 millisecondes sur l'impulsion, et me dites-vous, pourquoi donc? Puisque là, nous avons 8 millisecondes à 80 Hz. Oui, mais le retard qu'on a vu tout à l'heure, c'est la moyenne. La moyenne effectuée sur l'ensemble des fréquences retransmises par le sub, puisque quand on envoie l'impulsion de Dirac dans le sub, elle tape toutes les fréquences en même temps. Et donc, là, vous voyez que si je vais par là, j'ai 26, 28, bon, on avait une moyenne de 11. Mais ce qui va nous intéresser, c'est quand même ce point-là. Et là, je m'aperçois que j'ai quand même un bon 5 millisecondes de plus de délai par rapport à l'enceinte avec laquelle je dois raccorder. Donc si je raccorde tel quel, eh bien ça va me faire une espèce d'addition avec une courbe bien proche des zéros. Et tout d'un coup, il y aura comme un décalage pour passer sur le sub. Et ce décalage est symptomatique d'un petit réglage à reprendre. Pour effectuer la mise en phase, nous allons retourner dans All SPL. Nous allons afficher notre sub LFE, qui est là comme référence en quelque sorte. Alors c'est le LFE moins 10 dB, je vous rappelle. Hein, si je vais dans Action, Mesurement Action, et que je regarde le sub LFE, je l'ai baissé de 10 dB pour qu'il soit à la même hauteur que les autres courbes. Je vais regarder la zone qui m'intéresse. Donc je clique sur 10-200 et ensuite je décale un peu parce que je n'ai rien à faire de ce qui se passe à 10 Hz. Par contre, ce qui se passe à 300 m'intéresse. Donc moi j'affiche plutôt 15-300 par là, voilà. Sachant que mon croisement va s'effectuer dans cette zone. Donc, je clique sur Alignement Tool. Je vais enlever le smoothing. Le smoothing, c'est un filtrage glissant qui permet de lisser les courbes. Et moi, je ne veux pas lisser les courbes pour faire mes réglages de phase. Je vais ici mettre mon sub via Bass Management. Donc, c'est la courbe violette. Et en haut, je vais mettre mon enceinte avant gauche. Cette vue, lorsqu'on active le Alignement Tool, cette vue s'appelle le diagramme de Bode.
Le diagramme de Bode consiste à montrer l'amplitude du signal. Tiens, d'ailleurs, on va zoomer un petit peu pour que ce soit plus parlant. Voilà. Et sur un même graphe mis en face de celui de l'amplitude, je vais avoir la phase. La phase, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la manière dont les max et les min de notre son prétendument sinusoïdal sont alignés. Alors je vois que la phase, elle va de moins 180 à plus 180, puisque comme c'est cyclique, on reporte ça. On va pas se faire un cours de maths, mais on reporte ça sur un cercle, et donc on a des degrés qui vont de 0 à 360, ou de 0 à 180, et de 0 à moins 180 dans l'autre sens. Vous voyez que ma courbe violette monte en phase à mesure que la fréquence descend et que tout d'un coup elle saute en bas et ensuite elle repart en montant. En fait, c'est la même courbe, mais comme ici j'arrive à 180 degrés, je me reporte à moins 180 degrés et je continue ma courbe. En fait, ce morceau-là est censé être dans l'alignement. Bon, là, on a un petit incident, mais on va dire que c'est quand même une courbe de phase qui est pas mal du tout. Je peux essayer de vous montrer ça sur, voilà, SPL et phase. Je dois avoir un outil qui me permet, voilà, Unwarp phase. Boum, voyez le truc, warp phase. Dès que j'arrive à 180 degrés, je passe à moins 180, mais en fait, c'est la continuation de la courbe. Donc ces pointillés verticaux, ce ne sont pas des problèmes, c'est juste de la représentation graphique. Voilà ce que ça fait quand on déplie la courbe, et je la replie. Formidable. Revenons dans All SPL, remettons... Vous avez vu là, c'est les dernières versions de Rêve, c'est un bouton Action. Avant, on allait dans Contrôle pour les outils, maintenant ils sont dans une petite boîte séparée. Je remets mon alignement tool. Donc j'ai choisi mon bass management, qui est ma courbe violette, mon enceinte front left, qui est ma courbe rouge. La courbe blanche, c'est la sommation du son provenant de mon enceinte front left et du son de mon sub. Je vois que dans toute cette zone de 70 à 120 Hz, c'est beaucoup moins fort que quand le sub est tout seul. Ce n'est pas bon, et cela est dû au fait que mes deux courbes de phase ne sont pas du tout superposées. Si je regarde, par exemple, ici, je vois que sur la courbe violette du sub, j'ai à peu près 0 degré, et sur la courbe de l'enceinte, j'ai à peu près 130 degrés. Or, l'alignement de deux sinusoïdes déphasés de 130 degrés est destructeur. Ça veut dire que le son résultant de la somme des deux est moins fort que le son d'origine du sub tout seul. Donc, afin de pouvoir linéariser mon point de croisement entre mon sub et mon enceinte, je vais superposer mes deux courbes de phase. Pour ce faire, je regarde la fréquence de 80 Hz, qui est ma fréquence de croisement, et je vais jouer. On a dit que mon sub est en retard, je vais donc avancer mon sub progressivement jusqu'à ce que je vois recouvrement des deux courbes, ce qui devrait, dans le même temps, faire remonter ce creux pour avoir une belle réponse en fréquence linéaire. Alors c'est parti. Alors vous avez ici un ajustement fin, comme ils disent, que vous pouvez tripoter directement avec la souris. Moi je préfère rester là et
bouger avec les flèches de mon clavier. Donc c'est parti. Moins 0,5 millisecondes, vous voyez déjà que la courbe blanche remonte et que les deux courbes se rapprochent. Moins 1, moins 1,5, moins 2, moins 2,5, moins 3, moins 3,5, moins 4. C'est pas mal, moins 4. Moins 4,5, j'ai dépassé. Donc on va dire que moins 4 millisecondes pour l'enceinte frontale gauche serait la bonne valeur. Alors ici, il y a un creux. Eh ben, ce creux, il est directement lié à cet accident de phase que nous avons sur l'enceinte, mais malheureusement, on ne peut rien y faire puisque c'est un accident lié au mode de fonctionnement modal de la salle. Donc il faut jouer avec ce petit trou. Il n'est pas bouchable. Je vais maintenant changer d'enceinte. Je vais prendre l'enceinte avant droite. Hop là. Donc là, je suis pas mal. Moins 4,5, c'est peut-être mieux. Vous voyez là. Alors en même temps, vous voyez que si je rééloigne mes deux courbes de phase, ça fait un trou monstrueux. Et souvent, moi je vais voir des amis qui ont des systèmes réglés automatiquement, qui se retrouvent avec toute une zone de la bande passante où on n'entend strictement rien, parce qu'il y a une opposition de phase marquée entre le sub et l'enceinte. Et c'est quand même bien dommage de payer des gros amplis et des gros haut-parleurs pour ne rien entendre. Donc là, je ramène moins 4, moins 4,5. Les deux sont bien. Je vais maintenant passer à mon enceinte avant centrale. Et là, je vois rien du tout. Clic, voilà, c'est mieux. Avec mes petites flèches de clavier, bah, je vois que moins 4,5, c'est bien aussi. Ici, vous voyez que mes courbes, c'est à moins 4,5 qu'elles se croisent le mieux. Donc j'ai une enceinte, l'avant gauche, qui me dit moins 4, et les deux autres qui me disent moins 4,5. Donc, à la majorité des votants, on va choisir moins 4,5. Alors, pour ce phasage, moi, je privilégie les trois enceintes avant. En revanche, ça n'exclut pas de vérifier qu'on n'est pas complètement hors jeu sur les enceintes surround. Donc, je choisis maintenant ma SBL. Je vois qu'à 80 Hz, j'ai un décalage. Alors, c'est compliqué à voir parce que j'ai la orange qui est tout en bas à moins 165 et là, celle-ci qui est à plus 167. Donc ça nous fait environ du 15 plus 15, 30 degrés d'écart entre les deux. Ça va très bien d'ailleurs, la courbe de réponse est bien plate. Donc il n'y a pas de souci, je suis content. Je passe à présent sur ma SBR. Alors ma SBR, elle n'est pas tout à fait phasée, à moins 4,5. Elle voudrait moins 4, elle. Ok, mais en même temps, bon, ça passe. Ça passe très très bien. Là, j'ai encore un accident du même type de celui qu'on a vu tout à l'heure avec une des frontales, contre lequel on ne peut pas vraiment lutter. La surround left. La surround left, je remets ma courbe 80 et je regarde. Elle voudrait plutôt moins 5, elle, mais bon, à moins 4,5, la courbe de réponse est bien lisse, il n'y a pas de souci, ça passe. Ma surround right. Elle voudrait moins 5 aussi, mais à moins 4,5. La courbe est très correcte. On va dire que ça passe. C'était la dernière. Alors vous me direz, oui, mais on a vu dans la représentation en overlay qu'il fallait décaler de plusieurs centimètres chaque enceinte. Je dis oui, mais on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Puisque je vous proposais des décalages de quelques centimètres sur les enceintes,
alors que là, on est dans du décalage de l'ordre de 1,50 m. Vous voyez? Donc, combien même j'aurais réaligné mes enceintes avant de refaire une série de mesures pour phaser mes subs, ça n'aurait pas changé grand-chose, puisqu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, hein. On est dans le mètre alors qu'on est dans le centimètre sur le recalage des impulsions des enceintes. Alors pourquoi je recale les impulsions des enceintes dans les centimètres? Je me dis dans mon fort intérieur que ça doit améliorer la bulle sonore pour le surround. Il y a un autre truc intéressant que je voudrais vous montrer. Je vais revenir sur une de mes enceintes frontales. C'est que pour vérifier que vous êtes vraiment bien réglé en phase, vous pouvez également utiliser l'inversion de polarité. L'inversion de polarité, c'est le bouton 0,180 que vous avez sur les subwoofers, mais ça peut aussi être effectué en croisant le câble, le fil rouge sur le bouton noir, le fil noir sur le bouton rouge, pour inverser la polarité d'une enceinte. Qu'est-ce qui se passe si j'inverse la polarité de mon sub? Boum, vous voyez qu'il se creuse un creux béant. Pourquoi? Parce que mes courbes qui étaient parfaitement superposées à 80 Hz sont maintenant séparées, mes courbes de phase sont séparées de 180 degrés. Et donc, j'ai une atténuation infinie. Et si je bouge un petit peu le timing du sub, vous voyez que le creux est moins marqué quand je m'éloigne de l'alignement. Là, je repasse à 4,5 millisecondes. C'est le maximum. Et là, ça remonte de l'autre côté. Voilà. C'est une méthode quand on est un peu dans le flou. Parce que des fois, ces courbes de phase que je vous présente aujourd'hui sont relativement propres, mais alors des fois, dans certaines pièces, notamment les pièces non traitées, qui sont des pièces de vie par exemple, il y a tellement de réflexions dans tous les sens que c'est difficile à ajuster. Donc, inverser la polarité du sub, ça permet de créer un énorme trou qui correspond à l'ajustement optimum. Voilà. Maintenant, régler la phase entre le sub et l'enceinte en se basant uniquement sur cette représentation du diagramme de Bode est assez dangereux. Pourquoi? Parce que, attendez, je vais vous mettre, voilà, la front right, elle est verte, on la voit mieux. Nous avons affaire à des signaux cycliques. Donc, nous voulons aligner la pression maximum du sub avec la pression maximum de l'enceinte, mais comme le signal est cyclique, vous pouvez très bien vous tromper de période. Vous pouvez aligner la pression maximum de la période N sur le sub avec la pression maximum de la période N plus 1 sur l'enceinte, voire N plus 2, voire N moins 1. Comment savoir si je ne me trompe pas? Eh bien, c'est en regardant, par exemple, le spectrogramme qu'on a vu tout à l'heure, où j'ai vu que à 80 Hz, mon sub était environ à 7,8 millisecondes, alors que mon enceinte, elle, était environ à 3 millisecondes. 3 plus 4,5 égale 7,5. C'est exactement le réglage qu'on a fait. On a ramené le caisson de 4,5 millisecondes vers la gauche. Incroyable, non? Alors maintenant, si je reviens à cet affichage, je vais vous montrer un truc. On a dit qu'on coupait notre enceinte et notre sub à 80 Hz. À 80 Hz, la durée de la période de la sinusoïde est de 12,5 millisecondes.
Ça veut dire que ici, à 4,5, j'ai un réglage qui est bon. Si je me mets 17, non, moi alors c'est moins 4,5, autant pour moi. Moins 4,5 plus 12,5 égale 7. Je crois que c'est ça. Eh bien, vous allez voir que mes courbes bleues et vertes, enfin bleu, violette et verte, vont à nouveau se superposer. Parce que vous voyez que la courbe violette est en train de glisser, et toc. C'est à 8, j'ai mal fait mon calcul de tête. À nouveau, j'ai une parfaite mise en phase à 80 Hz, sauf que là, je ne suis plus du tout sur la bonne période. Et donc, si j'appliquais ce plus 8 millisecondes, dans ma représentation spectrogramme, mon sub, qui avait déjà un retard de 7,5 millisecondes à 80 Hz par rapport à mon enceinte, se retrouverait avec un retard de 15,5 millisecondes. Donc le décalage serait encore plus grand. Et pourtant, ici, on est bien en phase. On est bien en phase, mais la pente n'est plus la même. Parce que plus je fais glisser vers la droite ou vers la gauche une de mes deux sources, plus l'angle de la pente va se modifier. Et moi, ce que je veux, c'est que, à mon bon réglage de phase, mes deux pentes soient vraiment bien parallèles. Et alors, qu'est-ce que ça provoque, le fait que les deux pentes ne soient pas parallèles? Eh bien, ça provoque un creux ici et un creux là, dans la bande passante. Un creux de chaque côté. On est bien à la fréquence d'accord de 80 Hz, mais on n'est pas bien avant et après. Je vais vous le faire dans l'autre sens. Si j'avance trop mon sub, c'est-à-dire que le sub démarre avant les enceintes, donc là, je reviens à mon réglage parfait, où j'ai des pentes très comparables. Bon, c'est pas parfait, parce qu'on n'est pas... Il aurait fallu que j'ai des mesures faites en champ libre avec une sono pour un concert, par exemple, et là, vous aurez eu des courbes beaucoup plus propres. Là, on est dans une salle où il y a des réflexions dans tous les sens, donc les courbes de phase, elles en subissent les conséquences. Mais vous voyez quand même qu'on a un relativement bon parallélisme entre la courbe verte et la courbe violette, là. Je vais continuer à pousser. Donc 4 et 12,5 égale 16,5. Je vais aller à moins 16,5. Non, j'étais à 4,5. Donc moins 17, ça devrait être. Et là, boum, à moins 17, vous vous rendez compte à nouveau que je suis en phase à 80 Hz. Mais alors par contre, cette pente-là, elle est dans ce sens, vous voyez, alors que la verte, elle est restée dans ce sens. Donc les pentes ne sont plus du tout parallèles. Qu'est-ce que ça me provoque? Bah, alors c'est moins marqué que de l'autre côté, mais j'ai plutôt un creux ici. Et, alors, je vois pas bien à cause de cet accident-là, mais aussi un creux ici. C'est-à-dire, quand je ne suis pas sur la bonne alternance, j'ai un bon niveau à la fréquence de croisement, mais j'ai un creux de part et d'autre. Je vais donc revenir à moins 4, avec mes petites flèches. C'est par là. Voilà. Bon, ça va vite quand ça accélère, dis donc. Oulala. Moins 4, 5. Et voilà. Maintenant que j'ai choisi d'avancer mon sub de 4,5 millisecondes, je vais créer des courbes résultantes de ma somme. Alors, on a aussi dans cet outil un réglage de gain, mais là, le gain, il a été fait avant. Le gain, il est aligné. Dans la vraie vie, les gens aiment bien, je vais sur le gain du sub, et je vais vous rajouter quelques dB. Par exemple, 3. Alors, mon niveau était à 69. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été mesuré à 69, ce système, mais enfin, c'est tel est le cas. Et dans la vraie vie, les gens aiment bien ajouter 3 dB au sub,
pour avoir un petit peu plus d'impact dans les films d'action et pour avoir des graves un petit peu plus soutenus pour les concerts. Voilà, mais là, on n'est pas dans la technique pure, on est dans l'artistique. La technique pure, elle dit aligner les niveaux. Et tiens, vous voyez que là, mon sub, il est même un petit peu au-dessus. Voilà, ça serait ça, le réglage de gain absolu pour avoir un bon alignement entre l'enceinte et le sub. Bon, on va pas y toucher, je le remets à 0. Donc là, j'ai mon enceinte avant gauche, j'ai mon sub, j'ai 4,5 millisecondes d'avance, et je crée une courbe. Et voilà, il est là. Aligné de somme, je vais l'appeler FL plus sub. Je fais pareil avec mon enceinte avant droite, donc moins 4,5 millisecondes sur le sub. Hop. Alors, je vous garantis que Rêve fait des calculs exacts. C'est-à-dire que quand vous faites un peu de prospective en faisant des opérations entre les courbes comme ça, elles se vérifient dans la réalité. Ça, c'est assez formidable, je dois dire. Et je fais pareil pour ma centrale. Hop. Je génère une courbe. C plus sub. Je vais maintenant quitter mon outil et là, vous voyez que si je prends mon sub par le LFE que j'ai baissé, je rappelle, de 10 dB, et que je regarde mes nouvelles courbes, FL plus sub, FR plus sub, C plus sub, c'est pas mal du tout, à ces accidents près, mais ces accidents-là, ce sont des accidents liés au régime modal de la pièce contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Mais pour le reste, j'ai une belle continuation entre mon enceinte et mon sub. On va regarder ça d'un point de vue temporel. Je me remets en mode spectrogramme. Là, j'ai ma C plus sub. Et je vois qu'à ma fréquence de 80 Hz, je n'ai pas une espèce de zigzag de décalage ou une déformation brusque. J'ai bien mon sub dans la continuité de mon enceinte. Avec un décalage de 3 et quelques millisecondes. C'est ce que j'avais au départ, hein, en regardant l'enceinte toute seule. Environ 3,5 millisecondes. Donc j'ai réalisé un parfait alignement temporel. Si je regarde ma front left, eh ben c'est pareil, on a un bel alignement. Et si je regarde ma front right, elle est là. Encore une fois, l'opération est réussie. Voilà comment on ajuste un sub par rapport à ses enceintes avec ce magnifique outil qui vous fait rêver. C'est le programme Rêve. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. Comme je vous le dis encore une fois, c'était ma première vidéo, et donc c'était certainement du grand n'importe quoi. Si ça ne vous a pas plu, eh bien, tant pis. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.